tard, la 501e s'est vue confier des missions plus délicates. À notre arrivée sur les ruines de Mijito, après les bombardements, notre commandant Jedi était convaincu qu'on était là pour détruire un collecteur d'énergie. Mais la 501e avait pour seule et unique mission de mettre la main sur une source d'énergie expérimentale, dont le chancelier avait besoin pour son super laser. Et ça, Ki-Adi-Mundi l'ignorait. Ça n'a pas été facile de le lui cacher. Les Jedi commençaient à se méfier du chancelier. Ils étaient à l'affût du moindre indice qui aurait pu trahir ses véritables intentions. Au début, Ki-Adi-Mundi ne s'est pas douté de ce qui se tramait. Et quand il a compris, il était trop tard. La mission sur Mijito a été une véritable révélation pour toute la 501e. Pour la première fois, on réalisait qu'on pouvait berner les Jedi. Après tout, ces gars-là n'étaient peut-être pas invincibles. Pendant la guerre des clones, les forces terrestres ont souvent été déployées dans l'espace. C'était vrai pour la 501e. Des mois durant, on a passé tout notre temps dans des simulateurs pour se préparer au jour où il faudrait affronter l'ennemi à bord de nos 170. Et puis, ce jour est arrivé. La Confédération avait organisé l'enlèvement du chancelier Palpatine. En quittant Coruscant, ils étaient escortés par la flotte séparatiste. D'un autre côté, on ne disposait que de quelques pilotes dignes de ce nom. Alors les hommes de la 501e ont été réquisitionnés. Il fallait gagner du temps pour permettre à 2 chevaliers Jedi de sauver le chancelier. On avait neutralisé leur dernier vaisseau amiral. Le général Kenobi et Skywalker en ont profité pour sauver le chancelier et récolter tous les honneurs. On a souvent dit que la 501e est celle qu'on a le plus bavé. Sur Felucia, les séparatistes ont débarqué et pris position dans ce foutu bourbier. Ils défiaient la République de venir les chercher. Alors, forcément, on y est allé. Et qu'est-ce qui nous attendait là-bas? Des virus carnivores, des prédateurs nocturnes. Et d'autres trucs qui me filent encore la chair de poule rien que d'y penser. On était coupé du monde et abandonné par notre hiérarchie. On ne pouvait plus compter que sur Aayla Secura, notre commandante Jedi. Sans sa détermination, on serait probablement tous au cimetière ou chez les cinglés. Quand elle a été tuée, j'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Quand la relève est arrivée sur Felucia, Aayla Secura a tenu à nous dire au revoir personnellement. Elle a salué le courage des soldats de la 501e. Heureusement qu'on portait tous nos casques ce jour-là. Parce que du courage, personne n'en aurait eu pour affronter son regard. La République ne s'attendait vraiment pas à ce que les séparatistes envahissent Kashyyyk. Un détachement de la 501e avait été envoyé sur place pour arrêter l'hémorragie jusqu'à l'arrivée des renforts. Dans le genre mission suicide, difficile de faire mieux. En pénétrant dans l'atmosphère de la planète jungle, on savait que la plupart d'entre nous quitteraient cet enfer les pieds devant. La 501e avait finalement réussi à franchir le blocus des séparatistes sur Kashyyyk. Alors que les combats faisaient rage sur la surface de la planète,
Je me suis demandé pourquoi tant d'hommes étaient morts pour sauver ces carpettes ambulantes. Et puis, j'ai suivi les ordres. Et j'ai rejoint la surface. À notre arrivée sur Kashyyyk, ça sentait déjà le roussi. Les droïdes étaient 5 fois plus nombreux que nous, leur puissance de feu était largement supérieure et tactiquement, ils avaient l'avantage. On s'attendait vraiment pas à ce que ce soit les Wookiees qui nous sortent de ce pétrin. Hein? Bien sûr, on avait entendu des histoires à leur sujet, mais on n'avait jamais combattu à leur côté. Et on ne les avait jamais vus démanteler un droïde à main nue. Ah, ça, on a été bluffés. Quand j'y repense, c'était vraiment une mission suicide. Du moins jusqu'à l'arrivée de Maître Yoda. Là, c'est devenu un combat équilibré. Maître Yoda est arrivé juste à temps. La 501e a pu garder ses positions aux dépens des séparatistes. Nous étions les libérateurs de Kashyyyk. Des années plus tard, nous serions ses conquérants. Au fond de nous, on savait que la guerre touchait à sa fin. La galaxie retenait son souffle. Un des deux camps allait bientôt être échec et mat. Le destin a voulu que ce soit la République qui déplace ses pions la première. Le chancelier a informé le Conseil des Jedi que le général Grievous s'était réfugié sur Utapau avec les leaders séparatistes. Le général Kenobi a levé une armée suffisamment importante pour conquérir 3 systèmes solaires. C'est là que les gars de la 501e ont retrouvé le moral. On voyait enfin le bout du tunnel. Obi-Wan Kenobi avait tué le général Grievous, et le raid sur Utapau avait fini d'achever les séparatistes. En d'autres circonstances, on aurait tous fêté ça. Mais en apprenant quelle serait notre prochaine mission, on était beaucoup moins enthousiastes. Ce qui m'a le plus marqué juste avant l'avènement de l'Empire, c'est le silence de mort qui régnait. Dans les dernières heures de la guerre des clones, la 501e a été transférée sur Coruscant. J'ai jamais vu un voyage aussi calme. Les gars savaient ce qu'on attendait d'eux. Certains avaient sûrement des doutes ou envie de désobéir. Quoi qu'il en soit, personne n'a rien dit. Ni pendant le transfert sur Coruscant, ni quand l'ordre 66 nous a été transmis, ni même quand on s'est dirigé vers le temple Jedi. Avec la chute de Coruscant et l'élimination des traîtres Jedi, Palpatine pouvait enfin régner en maître absolu. Pour récompenser les efforts de la 501e, il l'a placé sous les ordres du Seigneur Vador. À nous les armes redoutables, les vaisseaux flambant neufs et les armures dernier cri. L'ancienne République n'était plus qu'un mauvais souvenir. Une nouvelle ère venait de commencer. La galaxie allait enfin connaître l'ordre et la paix.
Dès le début, Naboo, la planète natale de Palpatine, a donné du fil à retordre à l'Empire. C'est vrai, plusieurs de leurs ambassadeurs avaient été renvoyés chez eux en plusieurs morceaux. La nouvelle reine de Naboo avait alors suspendu les relations diplomatiques avec l'Empire. Elle commençait même à envisager un recours à la force. Bref, l'Empire voulait faire tomber ce régime. Et une fois de plus, on appelait la 501e à la rescousse. C'était ma première mission en solo. Et Dark Vador, mon supérieur, avait donné l'ordre d'éliminer la reine. Ça devait avoir l'air d'un accident. Et en même temps, il fallait envoyer un message clair aux ennemis de l'Empereur. Une fois la reine éliminée, Naboo n'a plus opposé de résistance. C'était la première fois qu'on demandait à la 501e de faire tomber le gouvernement d'une planète. Ensuite, c'est devenu une spécialité. On nous appelait les exécuteurs de Vador. La guerre des clones était terminée, mais certains semblaient l'ignorer. C'était le cas de Gizor Delso, un séparatiste géonosien qui avait réussi à échapper à Dark Vador, contrairement aux autres membres de la Confédération. Vador l'a poursuivi sur Mustafar. Ensuite, il nous a demandé de finir le boulot. Ça se présentait comme une mission de routine, mais quand on a vu cette flotte de vaisseaux droïdes dans le ciel, on a compris que Delso n'allait pas se rendre sans opposer de résistance. Le combat contre les droïdes au-dessus de Mustafar avait éveillé une certaine nostalgie dans les rangs de la 501e. Mais la dure réalité a repris le dessus aussitôt les positions orbitales établies. On avait besoin de prendre du recul sur ce qui s'était passé. À notre arrivée sur Mustafar, il était évident que Delso n'allait pas nous faciliter la tâche. Il avait remis en marche une vieille usine. Et grâce à ça, il avait pu lever sa propre armée de droïdes de combat. Inutile de préciser que les gars de la 501e ont eu chaud. Et pas seulement à cause des coulées de lave. En fait, ces droïdes nous avaient déjà donné du fil à retordre pendant la guerre. Et on n'était pas très enthousiastes à l'idée de les affronter encore une fois. Alors, on a tout fait sauter. Les droïdes, l'usine, tout. Même la planète a failli y passer. Après la destruction du complexe minier, la menace d'une seconde rébellion de droïdes était définitivement écartée. Pour la première fois depuis des années, les hommes de la 501e soufflaient un peu. L'Empire était bâti, et il s'agissait maintenant de le faire respecter. Officiellement, les clones ne se sont jamais révoltés sur Kamino. Officieusement, 20 ans après notre création, un détachement spécial de la 501e a dû être déployé sur cette planète pour éliminer une faction de clones qui avait pris les armes contre l'Empire. Notre commandant, qui connaissait parfaitement les rouages de Kamino, était un jeune chasseur de primes qui répondait au nom de Boba Fett. Le chasseur de primes a filé tout de suite après les combats. Il avait soi-disant un contrebandier à capturer sur Tatooine. Après l'insurrection de Kamino, l'empereur a estimé qu'une armée de soldats clonés à partir du même moule génétique serait trop facilement manipulable. Dorénavant, les soldats seraient créés à partir de plusieurs modèles.
Si la 501e n'a pas été concernée par cette mesure, l'armée impériale s'est peu à peu diversifiée. Et les nouveaux, on n'a jamais pu les blairer. Une fois terminé, l'Étoile Noire est devenue le joujou de l'Empereur. Pour un Stormtrooper, par contre, c'était la pire des affectations. Des exercices d'inspection interminables, des tours de garde à n'en plus finir au pied des générateurs de force. On déprimait tellement que le jour où un prisonnier s'est évadé du quartier de haute sécurité, ça mettait enfin un peu d'ambiance. Mais avec le recul, quand je repense à ce qui nous attendait, je me dis que finalement, les tours de garde, c'était une bonne planque. Après l'incident fâcheux au cours duquel plusieurs prisonniers avaient réussi à s'échapper, le Seigneur Vador a décidé de nous changer d'affectation. Quelqu'un avait dérobé les plans de l'Étoile Noire, et il nous a envoyé fouiller chaque recoin de la galaxie. Ce qui devait être une sanction s'est finalement révélé salutaire. Tous ceux qui nous avaient remplacés au bloc carcéral ont péri dans la destruction de l'Étoile Noire. Quand on a mené le raid sur Polis Massa, les hommes de la 501e commençaient à en avoir assez de cette rébellion. Dans le passé, on aimait bien mater une petite insurrection quand l'occasion se présentait. Ça permettait de garder les troupes en forme et de montrer que le camp de l'Empire était le plus fort. Avec ces rebelles, en revanche, c'était différent. Ils étaient organisés, de plus en plus nombreux. Ce raid sur Polis Massa, ça a été un tournant. On devait juste éliminer une poignée de rebelles et récupérer un holodisque qui contenait des plans impériaux cryptés. Mais l'ennemi nous a encerclés. Et ce foutu holodisque, impossible de mettre la main dessus. Le raid sur Polis Massa n'avait pas été un succès total. Mais au moins, on avait réussi à localiser les plans de l'Étoile Noire. Pour la 501e, une nouvelle mission allait commencer. Grâce aux informations qu'on avait récupérées sur Polis Massa, Vador avait conclu que les plans dérobés avaient été confiés à la princesse Leia Organa d'Alderaan. On n'était pas vraiment surpris. Alderaan se disait pacifique et narguait ouvertement l'Empire depuis des années. Après les affrontements, on a abordé le vaisseau, cherché les plans et attendu l'arrivée du Seigneur Vador. Le Seigneur Vador retenait la princesse Leia prisonnière. Nous, on pensait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle se mette à table et nous dise où se trouvaient les plans. On connaît tous le pouvoir de persuasion de Vador. Personne n'aurait pu imaginer que ce petit bout de femme lui résisterait. Quand l'Étoile Noire a été détruite,
La moitié de la 501e se trouvait encore dans le hangar. Ils n'avaient pas eu le temps de regagner leur vaisseau. Et parmi ceux qui ont réussi à décoller, un bon tiers a péri dans l'explosion. Quand je pense que je côtoyais ces gars depuis plus de 20 ans. Ceux qui ont survécu ont rejoint la flotte impériale et mené les représailles contre la base rebelle de Yavin 4. C'est sûr, l'opération était un peu brouillon, mais que voulez-vous? On était coupé de notre hiérarchie à bout de nerfs et on fonctionnait à l'instinct. Sans notre entraînement, je parie qu'on n'aurait même pas franchi leur défense orbitale. La bataille de Yavin était terminée. Il paraît qu'on a détruit plusieurs centaines de vaisseaux rebelles ce jour-là. Et même si on en avait détruit des milliers, ça n'aurait pas fait revenir tous les gars qui avaient péri à bord de l'Étoile Noire. Quand on s'est posé sur Yavin, on était encore sous le choc de la destruction de l'Étoile Noire. Pendant des mois, on avait pris ces rebelles pour une bande d'adolescents révoltés. Ah ça, notre paternalisme, il nous l'avait fait payer cher. Sinon, je me souviens à peine des combats. Je suppose qu'on avait remporté cette bataille. Après la bataille, les gars de la 501e qui avaient survécu retenaient leur souffle. Les rebelles avaient donné tout ce qu'ils avaient. Maintenant, c'était notre tour de frapper un grand coup. J'ai jamais entendu un seul de mes hommes se plaindre du froid de Wampa qu'il faisait sur Hoth. Même quand le blizzard nous aveuglait, on croyait toujours que la victoire était à portée de blaster. On se faisait peut-être des illusions, qui sait. En tout cas, ce climat, ça tombait plutôt bien. Parce que sur cette planète, il valait mieux pas manquer de sang-froid. Les rebelles étaient en déroute. Alors les gars de la 501e se sont rassemblés autour d'un bunker en flammes. Et on a tous poussé un grand cri de joie. La rébellion appartenait enfin au passé. Une seconde étoile noire encore plus grande était en construction. Grâce aux efforts des soldats de la 501e, l'ordre était revenu dans la galaxie.